Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler rugby, faire le débrief de cette première journée du tournoi Destination. On va parler des 3 matchs France-Pays de Galles, Écosse-Italie et Irlande-Angleterre. On va essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans toutes ces rencontres du côté des différentes équipes. Et puis on parlera un petit peu du classement en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme ou encore des vidéos biathlon, rugby, voile avec le Vendée Globe. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Et puis pour me soutenir également, deuxième moyen, cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, parce que comme ça permet de mettre en avant les vidéos sur YouTube. On commence tout de suite avec le premier match. C'était vendredi, c'était France-Pays de Galles. Que dire de cette rencontre, à part que ça a été une domination de l'équipe de France, mais une domination parce qu'on n'a pas été mis en difficulté face à une équipe du Pays de Galles assez triste, il faut bien le dire, sur cette rencontre. Un écart abyssal de niveau que le score reflète, mais au final presque pas tant que ça, tellement l'écart de niveau était énorme. Pour moi, on avait l'impression de voir un France-Namibie. C'était un France-Namibie, un France, je sais pas, Portugal en Coupe du Monde. J'ai pas eu l'impression de voir un match de tournoi à destination. C'est la première fois que ça me fait ça depuis que je regarde le tournoi à destination. Il y a eu pourtant des équipes d'Italie qui ont été faibles. Il y a eu des équipes de France aussi à une époque qui ont été faibles, mais des équipes d'Angleterre qui étaient en difficulté. Mais c'est la première fois où, au bout peut-être de 5 minutes de jeu, je sens bien qu'on ne va pas avoir de difficulté à gagner ce match. Il n'y a rien du côté du Pays de Galles, mais il n'y a vraiment rien. On colle 43 points, mais j'ai envie de dire, heureusement qu'en première mi-temps, il y a 2 blessés, ce qui hache un petit peu le jeu. Presque pour le Pays de Galles. Parce que s'il n'y a pas ça, je pense qu'on peut être peut-être à 55, 60, 65 points. Heureusement qu'on a été en infériorité numérique en fin de match. Heureusement qu'il y a eu presque Ntamak pour aider les Gallois. Parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait donné? C'est pour ça que je dis que le Pays de Galles, c'était du niveau d'une équipe comme la Namibie. Parce que, en gros, la France, sans bien jouer, gagne quand même et met 43 points et s'en prend 0. Les Gallois sont quand même pendant 60 minutes pas rentrés dans nos 22 mètres. Il a fallu attendre vraiment la fin de match pour que les Gallois rentrent un peu dans les 22 mètres. Et parce qu'on avait quand même fortement baissé l'intensité et qu'on avait quand même une équipe bis sur le terrain. On n'avait plus l'équipe 1. On n'a jamais été inquiété. Il est même difficile à juger ce match pour l'équipe de France. C'est difficile de noter des choses parce que pour moi, il y a une telle différence de niveau que je ne peux pas dire que la France ait fait un grand match. Je ne peux pas dire que ça a été un grand match du côté de l'équipe de France. Et on a du mal à savoir où en est en fait l'équipe de France après ce match. On n'est pas plus avancé qu'avant le début du tournoi. Tellement le Pays de Galles, c'est l'océan de rien en fait. C'est l'océan de rien en rugby. Moi, je me souviens déjà de l'an dernier. C'était compliqué le Pays de Galles. L'an dernier, déjà, en termes de rugby. C'est catastrophique aujourd'hui. C'est catastrophique. Et puis, ce qui est inquiétant du côté du Pays de Galles, on n'a pas de relève. On est obligé quand même de rappeler des joueurs qui, normalement, avaient pris leur retraite. Et il n'y a pas de relève. C'est-à-dire de joueurs de moins de 25 ans talentueux dans cette équipe, on n'en a pas. Il n'y en a pas un. C'est le néant complet du côté du Pays de Galles. Quand on regarde l'Irlande, quand on regarde l'Angleterre, l'Écosse, l'Italie, quand on regarde les 5 autres nations, on voit des jeunes talents émerger, on voit du renouveau dans les effectifs. Là, le Pays de Galles, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il n'y a rien qui me dit « Waouh, bah, ils peuvent s'en sortir. » Tu sais, c'est peut-être une mauvaise passe. Dans 1 an, dans 2 ans, ils pourront s'en sortir. Non, il n'y a rien qui me fait penser ça. Quand je vois ce qu'a donné cette équipe sur cette rencontre, il y a un écart de niveau quand même énorme
entre la France et le Pays de Galles. Là, c'est, encore une fois, j'ai eu l'impression de voir un match de Coupe du Monde, en premier tour de Coupe du Monde, où on a France Nadibi, tellement le Pays de Galles n'avait rien à proposer sur ce match. Allez, qu'est-ce qui a fonctionné du côté de l'équipe de France sur cette rencontre? Pour moi, les changements de rythme. Alors ça, le Pays de Galles a toujours eu un déficit de vitesse en défense depuis 5-6 ans. Et c'est vrai que sur les changements de rythme, dès qu'on mettait un petit coup d'accélérateur, vlam, on marquait l'essai. Il n'y avait pas besoin de forcer le talent, il n'y avait pas besoin de construire énormément. Dès qu'on mettait un petit coup d'accélérateur, je trouve notamment le troisième essai est assez symptomatique de ça. Tout d'un coup, vous avez Dupont qui arrive à casser un plaquage, bam, derrière, les Gallois sont complètement en déroute. Avec un Dupont qui a fait un gros match. J'avais pas vu Antoine Dupont sur du rugby à 15 depuis les Jeux Olympiques, depuis sa période rugby à 7. J'ai quand même trouvé qu'il a énormément progressé dans son jeu. C'est-à-dire que l'apport, on voit un véritable apport du rugby à 7, je trouve, dans ce que fait aujourd'hui, notamment offensivement, Antoine Dupont. Notamment sur les appuis, la qualité des appuis. Ce troisième essai, j'ai regardé vraiment quasiment que ses pieds à Antoine Dupont. Je trouve que sa vitesse d'exécution au niveau des appuis, c'est-à-dire cette capacité à enchaîner 2, 3, 4 appuis à très haute vitesse, il a encore progressé dans ce domaine-là. Et pour moi, ça vient du rugby à 7, cette faculté qu'il a eue d'enchaîner cette action-là. Pour moi, s'il n'avait pas fait du rugby à 7, il n'aurait peut-être pas été en capacité de le faire tout de suite. Là, il a été vraiment très bon sur l'action. Par contre, à des moments, j'ai trouvé qu'on avait une petite domination stérile. C'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'on avait tellement peu d'opposition en face qu'il y a certains moments où on était un peu endormi dans cette rencontre, où on n'arrivait pas... Ouais, on était sur un faux rythme à certains moments. C'est-à-dire qu'on avait le ballon, mais on était un peu sur un faux rythme. On avait du mal Enfin, on faisait des petites erreurs à droite, à gauche. Encore une fois, parce qu'on n'avait pas forcément d'opposition, que des fois on se contentait un petit peu de tenir le score, qu'on n'essayait pas de faire plus mal encore au Pays de Galles sur ce match. Donc ça m'a un petit peu déçu. J'ai trouvé également qu'on manquait un peu de justesse au niveau des passes. Voilà, il y a eu un peu des erreurs, il y a eu des attaques qui ont été trop brouillonnes pour moi du côté de cette équipe de France, où on a perdu des ballons un peu bêtes, on a fait quelques en avant dont on aurait pu se passer. Je pense aussi en domination stérile, et je parlais de faux rythme. Les mêlées touches, on perd à chaque fois une petite balle à droite à gauche. Donc ouais, il y a eu des petits problèmes de ce côté-là. Pour l'équipe de France, mais encore une fois, ça peut se comprendre aussi face à la faible opposition qu'on a eue, qu'au bout d'un moment, bon, bah, on se repose un peu sur nos lauriers et qu'on n'arrive pas à tenir la même cadence tout le long de la rencontre. J'ai trouvé par contre que la défense avait été extrêmement propre. Alors certes, face au peu d'action offensive du Pays de Galles, mais on ne s'est jamais mis à la faute, ce qui est un peu notre problème. On ne s'est jamais mis à la faute, sauf, j'ai envie de dire, la faute de Ntamak, mais qui est une erreur d'appréciation, je dirais, personnelle de Ntamak, qui a fait une grosse erreur. Et je ne sais pas s'il aura 3 ou 4 matchs de suspension, Ntamak, mais le reste du match en défense, il n'y avait pas un trou dans la raquette. Ça c'est clair et net que le Pays de Galles a certes pas beaucoup d'armes offensives, mais en plus derrière, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture également dans la défense française. Mais ouais, dommage, ces erreurs de justesse technique, ces transformations également ratées, ça c'est pas un truc qu'il faut reproduire aussi. Et puis les attaques un petit peu trop brouillonnes. Sur l'action d'Ntamak, ouais, pour moi c'est une erreur de Ntamak, ça il n'y a pas photo. Avec cet excès d'envie sur ce plaquage où bah, voilà, il fait un mauvais geste, tout simplement. Pour moi c'est un mauvais geste de la part d'Ntamak, mais j'ai envie de dire, il sort d'un mauvais match, parce que le contenu du match, même en dehors de cette faute,
n'est pas exceptionnel de la part d'Ntamak, avec, je pense, de la frustration. On est à la 70e minute, on maîtrise complètement le match, on voit qu'en face, le Pays de Galles n'arrive pas trop à nous mettre en danger, qu'on est sur un faux rythme, et il y a eu un manque de lucidité, tout simplement, hein, de la part de Ntamak, et qui fait ce mauvais geste. Bon, le carton rouge pour moi est justifié. J'ai encore du mal à comprendre, parce que certains ont dit l'arbitre fait un bon match. Là pour moi, je ne comprends absolument pas pourquoi on ne donne pas rouge direct. Et c'était pour moi la peur que j'avais avec cette règle du bunker. J'en avais parlé notamment avant la Coupe du Monde l'an dernier, il y a 2 ans désormais en France, où j'avais dit cette règle du bunker, pour moi, elle déresponsabilise les arbitres qui vont se cacher derrière le bunker pour pas mettre des cartons rouges. Et c'est ce qu'on a vu sur ce match. Là, Ntamak, il faut mettre rouge direct. Je vois pas pourquoi on passe par un jaune. Il n'y a pas besoin de passer par un jaune. Et bunker, là on voit bien qu'il y a une faute. Pour moi, c'est rouge. Voilà, il y a pas, il y a un excès, il y a un vrai excès d'engagement sur cette action. Je vois pas pourquoi on passe par un carton jaune. Du côté du Pays de Galles, que dire de positif du côté de cette équipe du Pays de Galles? La filouterie de la défense est toujours là. C'est le seul truc positif que j'ai à noter, c'est que, ouais, il y a toujours cette filouterie de ralentir les ballons, d'être à la limite de la faute. Ça, ils l'ont toujours. Ils l'ont toujours, le Pays de Galles. Mais ils n'ont plus que ça. Ils n'ont plus que cette solution-là pour tenter de sauver la mise. Avant, c'était un peu le dernier recours, quand même, de faire ces petits gestes de filouterie en défense. Maintenant, c'est obligatoire. S'ils font pas ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, parce que derrière, offensivement, il y a eu un réel manque de puissance. Ils n'arrivaient pas à péter les plaquages, mais ils n'avançaient pas d'1 mètre avec le ballon en main. C'était assez impressionnant quand même, hein. Donc il y avait un réel manque de puissance. C'est vrai que les 2 blessures n'ont pas aidé aussi en termes de rythme de match, mais je me dis, si on avait été plus rapide dans le match, ça aurait peut-être été encore pire. La défense sur les extérieurs qui était à la rue, vraiment. La vitesse de la défense, la vitesse notamment de replacement de la défense, dès qu'on cassait un plaquage, on les mettait tout le temps en difficulté. Il n'y avait pas de dépassement de fonction, comme on dit souvent dans le rugby. Là, il n'y en a pas, parce qu'en fait, ils sont tous déjà à 100%. À partir de la 60e, tu sens que c'est dur physiquement du côté du Pays de Galles. Et puis un réel manque de puissance. Voilà, donc il n'y a pas des fautes aussi, pas mal de fautes du côté du Pays de Galles, parce qu'encore une fois, ils sont obligés d'utiliser la filouterie, qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de positif à tirer de ce match du côté du Pays de Galles, à part que c'est le néant complet. Du côté des joueurs du match, pour la France, moi j'ai mis Aldrit. Bon, moi je suis assez d'accord avec le fait de mettre Aldrit joueur du match. C'est rarement le cas normalement, mais là c'est avec Aldrit, je suis assez d'accord. Parce qu'il est dans toutes les bonnes actions. Et puis j'aurais mis également possiblement Biel Biarré, qui je trouve a encore fait un match très solide sur l'aile. Pour moi en flop Ntamak, parce que même dans le contenu du match, il est assez absent par rapport à Dupont. C'est vrai qu'avant, il y a 2 ans, il y a 3 ans, je pense avant la Coupe du Monde, quand on avait Dupont et Ntamak sur le terrain ensemble, les deux avaient une répartition des tâches, on voyait autant l'un que l'autre. À 50-50, des fois un petit peu plus Dupont parce qu'il y a ses gestes défensifs, mais c'était aller du 60-40. Là, vraiment, c'est 90-10, c'est-à-dire pendant 90% du match à la charnière, on a vu qu'Antoine Dupont. On n'a pas vu Ntamak. Ce qui montre que dans le contenu du match, ça n'a pas été bien du côté d'Ntamak. Tu rajoutes en plus ça, ce carton rouge. Ça fait un petit peu beaucoup pour une seule et même rencontre. Bon, du côté du Pays de Galles, pour moi, il n'y a pas de joueur du match. Tu peux pas mettre un mec en positif sur cette rencontre. Et en gros, il y a quasiment la moitié de l'équipe qu'il aurait fallu mettre en négatif. Tellement c'est le néant, encore une fois, dans ce collectif gallois sur cette rencontre. On poursuit avec le deuxième match de cette journée. C'était entre l'Écosse et l'Italie. Une victoire certes de l'Écosse, mais on ne peut pas dire qu'on ait été vraiment si impressionné que ça par cette équipe. En fait, ce qui est assez marrant avec l'Écosse, c'est si on prend les 10 dernières années, les problèmes qu'on voit depuis 10 ans sont toujours là.
et sont récurrents avec cette formation. Et du côté de l'Italie, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur match véritablement de l'ère Gonzalo Quesada. J'avais trouvé notamment l'an dernier sur le tournoi de destination qu'il y avait des matchs bien plus intéressants. Ouais, pour moi l'Écosse, toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire ces problèmes d'irrégularité, déjà d'un match à un autre, mais là même dans le match, un très bon premier quart d'heure, ensuite jusqu'à la fin de la première mi-temps, vraiment le rythme s'écroule complet et les Italiens, ce qui permet aux Italiens de revenir, sans forcément faire un bon rugby, les Italiens reviennent, avec parfois même des erreurs assez flagrantes de plaquage, je trouve, du côté de l'Écosse. Et puis après, ils remettent, ils réaccélèrent, notamment à partir de la 55e, et jusqu'à la fin du match, où là, ils éteignent de nouveau les Italiens, mais il y a un vrai trou noir du côté de cette équipe, il y a un vrai temps faible, et on n'a pas réussi, encore une fois, à gérer ce temps faible, avec toujours des erreurs. En fait, des fois, cette équipe tente des choses trop compliquées. J'ai envie de dire que Russell est vraiment le porte-étendard de cette équipe, et cette équipe ressemble tellement au jeu de Finn Russell. C'est assez incroyable quand même au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que Finn Russell est capable du meilleur comme du pire, cette équipe est capable également du meilleur comme du pire dans la même rencontre. Finn Russell manque de régularité, cette équipe manque de régularité aussi. Bon voilà, c'est... j'ai envie de dire, quand on voit l'Écosse, en fait, on voit un match de Finn Russell, qui est le maître à penser de cette équipe, mais le problème de cette formation, c'est qu'elle ressemble tellement à Finn Russell que, voilà, c'est un vrai souci, je trouve. Quand cette équipe, il y a vraiment là un temps faible qui est énorme. L'Italie, début de match, vraiment la tête au fond du seau. Hein. L'Italie se fait vraiment cueillir d'entrée avec 2 essais qui arrivent très vite. 2 très beaux essais de la part de l'Écosse, et après c'est quand même incroyable qu'à un moment on se retrouve à 19-19 dans la rencontre. Parce que, encore une fois, on permet à cette équipe d'Italie de revenir, parce qu'on arrête presque de jouer. Et là, je trouve qu'il y a un vrai truc à régler du côté de cette équipe d'Écosse, mais ce qui est récurrent, encore une fois, ce que je vous dis là, c'est un truc que j'aurais déjà pu vous dire il y a 10 ans, peut-être pas il y a 15 ans, mais il y a 10 ans. Manque de régularité. Voilà. Et c'est déjà ce que je disais l'an dernier, c'est ce que je dis depuis plusieurs années sur cette équipe d'Écosse. Ce manque de régularité, c'est ce qui fait que cette équipe d'Écosse a un aussi faible palmarès quand on regarde. Quand on a destination, ils n'ont jamais fini dans les 2 premières équipes. À la Coupe du Monde, ils n'ont pas réussi à aller en quart de finale l'an dernier, même s'ils étaient dans un groupe qui était difficile en 2023, déjà 1 an et demi. Mais parce qu'il y a ce manque de régularité. C'est vraiment problématique. Tant que cette équipe d'Écosse n'aura pas réussi à trouver la solution, eh bien, ça sera compliqué. Du côté de l'Italie, alors c'était moins catastrophique qu'avant l'arrivée de leur entraîneur, mais ouais, c'est pas le meilleur match vraiment de l'Italie. Je trouve notamment au pied. Je trouve que cette équipe de Quesada est retombée un peu dans ses travers sur le jeu au pied. Alors c'est quand même pas aussi catastrophique qu'avant, mais je trouve que là, il y avait du jeu au pied qui n'était pas forcément hyper efficace tout le temps. Et puis défensivement, je trouve que notamment les ailiers sont un peu passés à côté, je trouve, défensivement, que ça soit Capuzzo, que ça soit Ioane. Je trouve que vraiment, il y avait mieux à faire. Dans ce match, je trouve que la charnière n'a pas été exceptionnelle aussi, alors que cette charnière a quand même maintenant quelques matchs dans les pattes. Donc ouais, j'ai même trouvé Ioane au final assez discret sur cette rencontre. Donc ouais, pas un grand match du tout du côté de l'équipe italienne. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché du côté de l'Écosse, moi je trouve déjà que du côté de l'Écosse, le ballon sort vite. Ça, c'est vraiment leur force. Ça sort extrêmement vite. Toujours et encore une fois, les 3 quarts. Ça, il n'y a pas à dire. Cette ligne de 3 quarts, elle est juste exceptionnelle aujourd'hui. Et elle est dans tous les bons coups. Et je dirais presque, il faut quand même dire, le moins bon a presque été Van der Merwe. Là encore, sur la régularité d'un match à un autre. Mais sinon, ça a été vraiment excellent de ce côté-là.
Les passes sur les extérieurs qui ont fait des ravages. Enfin, Finn Russell a fait des ravages vraiment dans ce domaine-là, et notamment les 2 premiers essais, c'est vraiment sur des passes vers l'extérieur, mais même ensuite dans le match, ça a continué à faire extrêmement mal. Et le problème, c'est pas mal de gâchis. Et là encore, hein, Finn Russell, oui, bah, il tente des fois des choses qui sont trop compliquées, Finn Russell. Mais il le sait. Il le sait, ça fait partie de son jeu. Mais voilà, du côté de cette équipe d'Écosse, comme je disais qu'elle ressemble à Finn Russell, bah, elle ressemble également à Finn Russell de ce côté-là. On tente parfois des choses un petit peu trop compliquées de ce côté-là. Et bah, la gestion du temps faible, qui n'a pas été bonne du tout. Je trouve que voilà, ils n'ont pas réussi à se relancer. Ça manque peut-être de meneur d'hommes, hein, du côté de cette équipe d'Écosse. C'est une équipe qui joue bien au rugby, mais qui mentalement manque peut-être d'un véritable meneur d'hommes à la Antoine Dupont, qui est capable de relancer une équipe également en disant de temps en temps, en gueulant, ou à Aldrit également qui est capable de faire ça, ou ce qu'on avait avec Dan Bigard du côté du Pays de Galles, ce qu'on avait avec Sexton aussi du côté de l'Irlande, c'est-à-dire des mecs qui disent à un moment, oh, on va se réveiller un petit peu parce que là ça fait depuis 10 minutes qu'on n'arrive pas à faire quelque chose de correct. Et puis j'ai trouvé le jeu au pied pas aussi exceptionnel que ça du côté de l'Écosse. J'ai trouvé mieux. Voilà, j'ai trouvé que là, dans ce domaine-là, c'était pas exceptionnel. Et puis ils avaient du mal en défense, je trouve, avec les changements de rythme. Les Italiens leur ont fait très mal dès qu'ils changeaient de rythme, c'est-à-dire que dès qu'ils arrivaient à accélérer le jeu, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire suffisamment, eh bien là, je trouve que les Écossais défensivement avaient parfois un petit peu de mal. Et notamment, il y a eu plusieurs percées comme ça des Italiens, aussi avec le jeu au pied, où parfois les Écossais avaient beaucoup de mal. Du côté de l'Italie, la défense sur le pick and go, ils se sont vraiment fait broyer en première mi-temps sur la défense, sur les actions en pick and go des Écossais. Là, c'était vraiment pas suffisant. Trop d'approximation au niveau des passes. On sentait que c'était un premier match. Par contre, j'ai trouvé que ce qui est mieux que d'habitude, c'est qu'ils étaient pragmatiques. Et là, on voit aussi l'apport qu'a le coach sur cette équipe italienne. Souvent, ça partait un peu dans tous les sens, hein, du côté de l'équipe d'Italie. Et là, je trouve que ils ont été chercher les points quand il fallait aller chercher les points. C'est ce qui leur permet encore une fois de coller au basque des Écossais. C'est que eux, ils ont su exploiter le temps faible de leur adversaire en étant très pragmatiques, en n'allant pas tout le temps à l'essai quand on ne peut pas aller à l'essai, en n'hésitant pas à aller chercher des pénalités, en ayant une très bonne réussite là, dans ce cas-là, dans le jeu au pied. Par contre, je trouve que dans le jeu, ils sont forts dans le jeu au pied, ils ont progressé dans ce domaine-là, mais il ne faut pas le surutiliser. Là, je trouve que parfois ils l'ont surexploité et pas toujours à bon escient. Notamment des fois les Écossais n'étaient pas en difficulté pour faire les arrêts de volée et ça s'appelle perdre le ballon, perdre la possession. Donc c'était pas toujours bien fait du côté de ce jeu au pied. Voilà, du côté de l'Italie. Si je regarde les joueurs du match, pour moi, Jones, du côté de l'Écosse, les 3 essais, il a été dans tous les bons coups de la rencontre, hein. Pour moi, c'est même le joueur de cette première journée, avec peut-être James Lowe, également l'Irlandais. Et puis, j'ai trouvé Ritchie pas si performant que ça. Voilà, Jimmy Ritchie. Voilà, j'ai trouvé un peu moins présent que d'habitude. Et du côté de l'Italie, j'ai envie de dire comme d'habitude, Lamaro. Je trouve qu'il arrive toujours à faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de plaquages. Et par contre, en flop, j'irai Capuzzo. Autant j'aime bien Capuzzo quand je le vois jouer avec Toulouse, autant je trouve qu'avec l'Italie, j'ai toujours trouvé décevant Capuzzo. Je trouve qu'il n'a pas encore trouvé sa place dans cette équipe italienne. Parfois, on m'a même reproché de le mettre en flop, mais je trouve que même dans ce match-là, je trouve qu'avec Toulouse, il est capable de faire mieux. Et je m'attendrais en fait qu'il soit beaucoup plus, qu'il porte beaucoup plus son équipe. C'est là-dessus où j'attends encore plus de Ange Capuzzo pour le moment. On passe au 3e match, Irlande-Angleterre. Que dire de cette rencontre entre ces deux formations?
il y a du mieux du côté de l'Angleterre. Moi, j'attendais beaucoup l'Angleterre parce que c'est vrai que le dernier tournoi Destination n'avait pas été exceptionnel. Mais sur le dernier match, j'avais senti un petit peu du mieux. Je crois me rappeler. Et puis j'attendais de voir ce que ça allait donner l'Irlande, parce que même si il y avait eu la victoire au tournoi, j'avais trouvé que c'était une chouille moins bien en début de tournoi à destination. Ils avaient bien fini l'Irlande, mais j'avais trouvé qu'en début de tournoi à destination, c'était pas aussi bien. Et je voulais voir avec une année de plus, est-ce qu'ils étaient capables d'accélérer le rythme? Eh bien non. Pour moi, cette Irlande est prenable, en fait. C'est marrant, hein, mais je trouve que la grosse équipe d'Irlande qu'on a connue a un peu disparu du côté de cette formation. Et l'équipe d'Angleterre, qui était pourtant au creux de la vague, mais vraiment au creux de la vague, je trouve a retrouvé des couleurs, notamment grâce à Marcus Smith, qui a vraiment imposé sa patte sur cette équipe. Là, il a été bon, vraiment très très bon sur ce match. Et puis avec une équipe anglaise qui surtout avait beaucoup plus d'envie que d'habitude. Et là, on a retrouvé une équipe qui est capable de mettre des grosses intensités aussi dans ses matchs. Ce qu'on avait un peu perdu ces derniers temps, là, ça a été en capacité de le faire. Alors même si ça ne tient pas encore 80 minutes, on est d'accord là-dessus. Mais il y a eu un petit coup de mou, je dirais, entre la 55e et la 70e. Mais l'équipe d'Irlande, c'est plus aussi fort qu'avant et je trouve qu'ils sont vraiment prenables. Je pense que la France est capable de les battre. Il faudra faire du bon rugby pour ça. Ça, c'est clair et net. Et je trouve par contre que cette équipe d'Angleterre, ça va être un petit peu une épine dans le pied de toutes les formations. Ça va être un petit peu l'équipe poil à gratter de cette prochaine compétition, parce que je trouve que l'Angleterre, avec ce qu'elle a montré là pendant notamment les 40 premières minutes, c'était extrêmement intéressant. Ce qui a fait la différence aussi, c'est le banc irlandais qui a su faire la différence, mais comme toujours. Mais c'est vrai que dans le jeu, j'ai trouvé que c'était moins léché qu'avant du côté de cette équipe d'Irlande. Cette équipe d'Irlande, pendant des années, c'était presque la perfection. C'était du jeu simple, on se base sur les fondamentaux du rugby, mais on arrive à faire presque la perfection du jeu simple, avec des ballons qui sortent rapidement, avec de l'efficacité offensive. On arrive à enchaîner à 25-30 temps de jeu sans perdre la balle, ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'équipe adverse craque, avec une défense qui était aux petits oignons et qui était presque infranchissable ou extrêmement dure à franchir du côté de cette équipe d'Irlande. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins le cas, avec quand même une équipe d'Angleterre qui avait à prendre le bonus défensif, et une équipe d'Irlande qui a surtout profité du temps faible de l'Angleterre, parce que ça reste l'équipe d'Irlande. Dès que tu es un peu moins bien, c'est difficile. Mais si tu arrives à jouer à ton niveau, à une époque, même quand l'équipe de France jouait à son top niveau, la barrière était infranchissable. Là, c'est plus le cas, je trouve, du côté de cette équipe d'Irlande. Ce que j'ai noté rapidement pour conclure cette vidéo du côté de ce match, j'ai trouvé que du côté de l'équipe d'Irlande, beaucoup trop de plaquages ratés. Ce qui n'est pas habituel défensivement, mais beaucoup de plaquages ratés qui ont permis à l'Angleterre de se procurer des actions dangereuses. Trop d'approximations, que ça soit offensivement ou défensivement. J'ai trouvé notamment sur les 30 premières minutes que c'était compliqué. Ça avait déjà été le cas sur certains matchs du tournoi l'an dernier, où j'avais trouvé cette équipe qui est en capacité de faire des très bonnes choses, mais également à certains moments de gâcher des ballons offensifs. Là, ça a été le cas, je dirais, pendant toute la première mi-temps. Par contre, toujours cette difficulté à bouger cette défense, c'est-à-dire que même quand tu arrives à trouver une faille, la faille, elle dure pas très longtemps. Elle dure un temps de jeu, 2 temps de jeu. Très vite, ça sait se réorganiser du côté de la défense, et ce qui fait que faut pas gâcher les ballons offensifs. Ce que l'a fait un petit peu l'équipe de France face au Pays de Galles, tu peux pas le faire face à l'Irlande. Tu peux pas gâcher tes armes offensives parce que tu n'en auras pas 150. Et ça a toujours été la force de cette formation. Et puis la puissance du banc, bien entendu, la puissance déjà de cette équipe qui est capable vraiment de faire extrêmement mal à l'Angleterre en pick and go. Et puis également le banc qui a été efficace. Du côté de l'Angleterre, moi ce que j'ai aimé, c'est l'envie. Je trouve que c'était une équipe où, à une époque, tu avais l'impression que les joueurs, c'était presque d'aller au bagne, d'aller en équipe nationale, qu'il y avait un manque d'envie, que, tu vois, ils jouaient un petit peu à reculons.
qui avait la peur de mal faire et que cette peur de mal faire, elle bloquait un petit peu cette équipe. Là, j'ai eu l'envie. Dès les premières minutes de jeu, tu sens que ça va pas être facile pour l'Irlande d'aller chercher cette rencontre. Avec moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les montées défensives, même si parfois ça provoque des ouvertures, surtout en deuxième mi-temps, hein, quand on est un peu moins frais physiquement, ça provoque des ouvertures. Mais je trouve que ces montées défensives ont gêné énormément le jeu irlandais. La vitesse des passes également. Marcus Smith a vraiment marqué de cette rencontre son empreinte. La vitesse des passes, la vitesse des transmissions, la vitesse des sorties de balles également. Et pourtant, en face, c'était l'Irlande. Tout ça, ça allait très vite. Et c'est pour ça que l'équipe d'Angleterre a mis en difficulté également cette équipe d'Irlande grâce à la vitesse de transmission des balles. Beaucoup d'énergie, ce qui a manqué un petit peu à la fin de match, mais beaucoup d'énergie sur la rencontre. Et puis oui, offensivement, c'était bien, voilà, c'était bien correctement. Ce qui manque encore à cette équipe d'Angleterre, c'est du détail, mais c'est de la constance dans le jeu. Moi, j'ai trouvé que parfois en défense, c'était pas exceptionnel. Alors, voilà, sur certaines actions, je trouve qu'il y a encore des choses à corriger. Et puis, parfois un peu brouillon. Voilà, il y avait beaucoup d'envie, mais parfois peut-être un peu trop d'envie. Donc il faudra cadrer un peu plus ça du côté de l'équipe d'Angleterre, mais c'est quand même bien mieux qu'avant. L'Irlande, les joueurs du match, James Lowe, pour moi. Et puis en flop, j'ai mis, je sais plus ce que j'ai mis en flop. Si je regarde la composition de cette équipe, ouais, Hansen. Hansen, parce que c'est vrai que si tu compares à James Lowe, même à ce qu'a fait Ringrose, en fait, il a été complètement invisibilisé par Ringrose. On voit beaucoup Ringrose, on voit beaucoup Aki, on voit beaucoup également Prendergast, pardon, ou Gibson Park. Celui qu'on voit le moins, c'est Hansen derrière. Donc voilà, petit flop derrière. Et puis l'Angleterre, Smith, Marcus Smith, bah oui, c'est le joueur pour moi qui a marqué cette équipe. Et Ben Earl, qui a été beaucoup plus discret que d'habitude, je trouve, dans cette équipe d'Angleterre. On finit avec les différents classements du côté de cette première journée du tournoi des 6 nations. Le classement de ce tournoi de destination avec donc la France en tête grâce à l'average goal du côté de la France, 43 points. Et oui, en positif, donc ça aide devant l'Écosse et l'Irlande. Toutes ces équipes-là ont gagné avec le bonus. L'Angleterre a pris le bonus défensif alors que l'Italie et le Pays de Galles ont eu des défaites sèches avec 0 point marqué. Du côté des prochaines rencontres dans ce tournoi à destination, ça sera dès ce week-end avec Italie, Pays de Galles au Stadio Olimpico. Le match peut-être pour éviter la cuillère de bois. On peut déjà le voir comme ça. Un France-Angleterre à Twickenham qui va être très intéressant à suivre samedi en tout début de soirée. Et puis Écosse-Irlande, là encore à Murrayfield, deuxième match à Murrayfield, avec l'Irlande qui devra faire mieux. Et un match là aussi assez intéressant à suivre pour cette deuxième journée d'affilée du côté du tournoi destination. Il faudra voir comment l'Angleterre aura récupéré, parce que c'est vrai que la France, elle a pu tourner sur le match face au Pays de Galles, ce qui n'a pas été le cas de l'Angleterre sur cette rencontre. Et bien nous on se retrouve donc lundi prochain pour faire le débrief de ces différents matchs. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Et ciao ciao sur la Production.